Bouge ta planète. Bonjour chers auditeurs, eh bien aujourd'hui nous sommes allés à la projection du film La quatrième révolution de Karl Fechner, présentation de Simon Cossu, donc d'Enercop. Simon, bonjour. Bonjour. Alors, juste en quelques mots, Enercop, qu'est-ce que c'est ? Alors Enercop, c'est d'abord le seul fournisseur d'électricité 100% renouvelable en circuit court, écologique. Et c'est aussi un mouvement citoyen de réappropriation du secteur énergétique. En Languedoc-Roussillon, c'est aussi une structure qui accompagne les citoyens, les collectivités locales dans le développement de leurs projets d'énergie renouvelable, sur les aspects techniques, les aspects montage juridique, les aspects financiers. Et puis à l'autre bout de la chaîne, sur le réseau, on propose aussi un certain nombre de services pour réduire les consommations et on fait de la formation auprès des écoles d'ingénieurs. Alors aujourd'hui on est sur un film qui parle de la transition énergétique. Alors bon, par rapport à ce qu'on voit, il y a quand même beaucoup d'angles d'attaque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, disons, sur un petit condensé de ce film ? Alors ce film est intéressant parce que il permet, on va dire, une approche grand public sur la question de la transition énergétique et surtout de casser une idée reçue qui est on n'y arrivera pas. Parce que il y a toujours du pétrole et du charbon et qu'on ne va pas réussir à s'en sortir. Donc là, ça apporte une vision qui est positive de dire non, il est possible de s'en sortir. Après, ce film, moi je trouve qu'il a un certain nombre de limites, notamment parce qu'il est vraiment technocentré et que les solutions qu'il propose sont essentiellement technologiques et pas trop sociales. Il manque une dimension de réflexion sur le besoin. On voit un peu avec les petits passages qui sont dans les pays en développement, où là on voit bien qu'il y a une adéquation entre le besoin et l'usage qui est fait de ces énergies renouvelables. Mais dans les passages qui concernent les pays développés, il manque vraiment ce côté réflexion sur la sobriété énergétique qui est le premier pas vers la transition. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas vraiment ce que c'est que la transition énergétique. Peut-être ce serait bien de définir quelles sont les choses ou les ressources qu'on est en train de piller sur cette planète bleue. Ouais, alors effectivement, la transition énergétique, on en entend beaucoup parler. Comment on pourrait la définir simplement ? C'est le fait de passer du système actuel vers un système qui soit, on va dire, basé sur des modes de production et de consommation qui soient durables. Ça veut dire qu'il s'agit de passer d'un système énergétique qui est basé sur l'exploitation de ressources fossiles, donc de réserves, de stocks, à un système énergétique basé sur l'exploitation de flux énergétiques, donc des énergies renouvelables qui sont là disponibles en quantité et qui se renouvellent quotidiennement. Voilà, avec l'idée de remettre en adéquation nos réels besoins énergétiques avec nos consommations, puisqu'aujourd'hui il y a un vrai décalage entre les deux. Quelles sont les ressources aujourd'hui qu'on utilise principalement depuis des décennies et qui contribuent à dévaster la planète ? Alors le numéro 1 historiquement et en volume, c'est le charbon. Voilà, ça fait des décennies, des siècles, voire même des millénaires qu'on utilise cette ressource. Aujourd'hui, elle est consommée dans des proportions qui sont complètement délirantes. On utilise 5 milliards de tonnes de charbon chaque année. En deuxième plan, on a le pétrole, bien entendu, qui est aujourd'hui le numéro 1 pour l'énergie des transports. C'est 80 millions de barils tous les jours qui partent en fumée dans les moteurs de nos véhicules. Et puis la troisième ressource, c'est le gaz qui commence à faire son trou aussi. Pas dans la couche d'ozone, mais qui contribue à l'accumulation de gaz d'effet de serre dans l'atmosphère. Et donc voilà, on a ces trois piliers qui constituent on va dire les hydrocarbures, qui sont des ressources fossiles qui se sont créées 60 millions d'années par sédimentation essentiellement. Et puis on a aussi une ressource qui est là depuis bien plus longtemps, la ressource en énergie fissile, c'est-à-dire le nucléaire. Donc là on va utiliser essentiellement de l'uranium qui est présent en quantité dans l'écorce terrestre et on va utiliser des gisements concentrés. Donc là effectivement c'est une ressource qui est elle aussi épuisable et on remarque, et on ne le sait pas beaucoup, mais en fait on utilise 2 fois plus d'uranium que ce qui en sort de terre chaque année. Le différentiel étant comblé par le retraitement des armes nucléaires. On peut aussi faire un parallèle ou un éclairage sur le fait que la majorité des pays qui utilisent ces énergies vont souvent les chercher en dehors de leur territoire et donc n'ont absolument pas l'indépendance énergétique sur le minerai de base. Alors exactement, ça c'est vraiment le point crucial, c'est qu'aujourd'hui en fait on est dans une situation pour la population de complète dépendance envers ces énergies fossiles. Et qui sont drainés donc depuis effectivement une poignée de pays
par des grands groupes industriels qui ont la mainmise complète sur la chaîne énergétique. Donc nous, citoyens, en fait, on est quelque part prisonniers de ce système aujourd'hui parce qu'on n'a pas connaissance d'alternatives. On ne s'imagine pas qu'il y a beaucoup d'alternatives qui pourraient exister simplement, et qui existent même. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de répandre ces alternatives et de montrer qu'en fait on peut sortir de cette situation. Alors moi j'aime bien toujours faire un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Coluche, qui a dit il suffirait que les gens n'en achètent pas pour que ça se vende pas. Voilà. Et donc on part de ce principe tout simple qui est de en fait plutôt que d'acheter à ces grands groupes donc on ne connaît pas la provenance du matériel entre guillemets, on peut acheter des ressources locales, on peut imaginer que demain nos voitures elles vont tourner à l'huile de friture, on faisait la remarque tout à l'heure pendant le film. Pourquoi pas, c'est une option, mais aussi utiliser du gaz issu de ressources renouvelables qui pourrait faire fonctionner nos véhicules beaucoup plus facilement et avec des pollutions moindres, et tout en utilisant des infrastructures existantes aussi, puisqu'on parle beaucoup dans le film d'investissement, de développement de technologie. Bon, il y a ce qui est techniquement faisable, on peut tout imaginer, on a bien réussi à mettre le pied sur la Lune, des robots sur Mars, et même maintenant un satellite qui est sorti du système solaire. On s'amuse à casser des atomes pour faire bouillir de la flotte. Je veux dire, pourquoi on n'arriverait pas à passer sur des modes de production et de consommation durable pour l'énergie? Ça me paraît tout à fait faisable. Alors, d'un côté, on a fait un bref inventaire des énergies fossiles qu'on utilise depuis des décennies. De l'autre côté, si on devait faire un parallèle, quelles sont les solutions, disons, sur la base d'énergie renouvelable, durable, respectueuse de l'environnement qu'on peut trouver, qui sont disponibles? Alors, je vais d'abord faire un premier constat. C'est que, en fait, quand on regarde le soleil de face, ça éblouit vachement. Il y a plein d'énergie qui nous arrive. Tout simplement, en 3 heures, il nous arrive du soleil la quantité équivalente à la consommation totale de l'humanité sur une année. Donc, en gros, quand on nous dit ouais, il n'y a pas d'énergie renouvelable, ça ne marchera jamais, il y a un potentiel qui est juste énorme, énormissime, 20 000 fois plus d'énergie que ce qu'on en consomme. Voilà, c'est le potentiel qui existe. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, cette énergie, il faut savoir comment on la récupère. Et donc là, il y a plein de manières de faire. Il faut savoir qu'elle va être transformée en énergie hydraulique, en énergie directement sous forme de chaleur ou d'électricité avec des systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques. Elle peut être transformée en énergie éolienne, elle peut être transformée en biomasse avec la photosynthèse. Donc l'idée, ça va être de créer une mosaïque avec ces différentes sources d'énergie qui va nous permettre de répondre à des usages bien particuliers. C'est-à-dire qu'on va se chauffer plutôt avec du bois plutôt qu'avec de l'électricité. On va pouvoir s'éclairer avec de l'électricité plutôt qu'avec du bois. Enfin, il y a plein de choses qui vont être, mises en concordance des sources d'énergie avec nos usages. Et donc on sait aujourd'hui que la moitié... Alors bon, là je me réfère principalement au scénario Négawatt, qui est disponible, donc il y a un scénario de transition énergétique à l'horizon 2050 qui est disponible sur Internet. Et donc le premier pilier en termes d'énergie renouvelable, c'est la biomasse, c'est-à-dire la biomasse liquide des agrocarburants, donc pas ceux qu'on fait actuellement, mais des agrocarburants dits de 2e, 3e ou 4e génération. La biomasse solide, c'est le bois énergie. Et la biomasse gazeuse, c'est le biogaz fabriqué donc à partir de déjections animales, de déchets de jardin, de vos épluchures de légumes. Voilà, donc ça représente 50% de l'énergie renouvelable qu'on peut produire aujourd'hui en France. Le scénario s'arrête au périmètre français, malheureusement, à l'échelle mondiale, il faudrait continuer d'investiguer. Ensuite, on a évidemment l'énergie solaire, photovoltaïque et thermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique. Voilà, avec ça, on a déjà couvert quasiment 80% de nos besoins en énergie. Le reste, voire même 90%, le reste va être couvert par des technologies un peu émergentes comme les énergies marines par exemple, ou encore des énergies comme la géothermie, qui va chercher la chaleur du sol. Donc en fait, il faut bien considérer que c'est une diversité d'énergie qui est la solution et pas une seule. Et donc là, si vous voulez entrer dans les détails techniques, consulter Scénario Négawatt, c'est vraiment très détaillé et très pointu. Oui, là c'est un scénario qui a été fait un petit peu en duo avec Greenpeace à mes connaissances et donc qui est effectivement assez porteur d'espoir. Tout à fait, ce scénario se réfère à différents autres scénarios qui ont pu être faits aussi dans d'autres pays. Il est articulé aussi avec un scénario qui a été établi par l'association Solagro, qui fait un bouclage aussi sur l'utilisation des terres agricoles. Parce que quand on considère que la moitié de l'énergie renouvelable disponible est de la biomasse, il faut quand même se poser la question de est-ce que les terres aujourd'hui, est-ce que la surface de terre française est capable de produire cette énergie en respectant aussi les principaux enjeux qui sont l'alimentation
la production de matériaux biosourcés pour la construction, par exemple, les usages de conservation de la nature, de production de biodiversité, entre guillemets, et l'énergie devant être le dernier enjeu parmi ceux-là. Donc là, il y a un bouclage qui est fait entre ces deux scénarios et qui est tout à fait cohérent. Et donc voilà, c'est un scénario qui a des fondations solides en termes techniques, puisque c'est 15 ans de travail de la part de 25 passionnés d'énergie qui sont des praticiens. Voilà, on a vraiment l'occasion d'aller chercher dans les détails techniques des réponses appropriées. Aujourd'hui, on s'aperçoit à travers le film qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans des pays comme le Bangladesh, entre autres. Donc ça laisse un bon espoir, mais il y a quand même de gros obstacles aujourd'hui à travers des décideurs politiques. Comment on peut, disons, se faufiler dans tout ça? Parce que c'est quand même assez délicat, je dirais. Effectivement, donc il faut bien avoir en tête qu'il y a un pouvoir immense qui est concentré entre de très peu nombreuses mains. On va dire que voilà, c'est une oligarchie qui est composée de quelques dizaines de personnes qui va contrôler tout ce business. Et donc la solution, c'est que nous, citoyens conscients de ce phénomène, puissions alerter nos petits copains et leur montrer qu'il y a des solutions qui existent et qui sont porteuses non seulement d'espoir, mais de réalisations concrètes et aussi d'un sentiment quelque part cette autonomisation va procurer une fierté chez les usagers qui est vraiment libératrice et qui vraiment donne l'envie d'aller chercher ensuite d'autres thématiques sur lesquelles se libérer, comme l'alimentation, la banque. Vraiment, il y a tout un chantier qui est en cours. Et là-dessus, je pense qu'on peut s'appuyer sur un collectif qui s'appelle le collectif pour une transition citoyenne, donc qui regroupe aujourd'hui 12 organismes qui s'occupent de l'agriculture, de la banque, de l'énergie, de l'alimentation, du côté social et environnemental. Et donc voilà, pour se faufiler, en fait, il y a aujourd'hui des alternatives qui existent dans tous les domaines. Simplement, il faut qu'on puisse se les communiquer les uns aux autres, se les partager. Et en fait, il y a une masse critique à atteindre qui n'est pas très élevée, qui n'est même pas de 1 ou 2%, qui fait qu'ensuite, s'il y a ces 1 ou 2% de population qui s'est saisie de ces initiatives, ça va faire effet boule de neige et en très peu de temps, ça va basculer. Et moi, c'est ma position aujourd'hui, c'est de dire vraiment, il faut y aller, on met le paquet maintenant parce qu'on n'en est pas loin. Et qu'une fois que tout le monde aura bien conscience de la supercherie et qu'on aura en face les alternatives concrètes, opérationnelles qui fonctionnent, il n'y a plus aucune raison pour que ça ne marche pas. Technologiquement, est-ce qu'on a tous les outils, toutes les connaissances pour vraiment les plaquer sur les différentes alternatives, face à ces objectifs ? Oui, la réponse est oui. Technologiquement, on a tous les moyens de le faire. Je veux dire, il faut arrêter de se voiler la face. On nous dit oui, mais vous comprenez, si on met 30% d'énergie renouvelable sur le réseau, ça va pas tenir, tout ça. Alors, je veux dire, on est capable de construire des réseaux intelligents comme Internet. On est capable de faire la même chose sur l'énergie. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a des investissements à faire, qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de les faire, très clairement. Je ne vais pas citer mes petits camarades d'EDF, mais je le fais quand même. Il faut savoir qu'EDF aujourd'hui refuse à sa filiale ERDF d'investir sur le réseau, ce qui a déjà coûté un doublement du temps de coupure pour l'usager entre 2000 et 2010. Tout ça parce qu'ils préfèrent remonter du dividende plutôt qu'investir sur le réseau. Et ces mêmes investissements pourraient aujourd'hui financer un réseau qui soit intelligent, bien plus que communicant comme ce qu'on nous propose aujourd'hui avec le compteur Linky, et qui permettrait d'engager le système électrique français vers une acceptation beaucoup plus large des énergies renouvelables. Donc un véritable espoir. Donc on va inviter, pour terminer, les auditeurs à la prochaine projection de 4e Révolution. Simon Cossu, il me reste à vous remercier. Donc cette interview, c'était pour FM+, en exclusivité. Et donc on espère bientôt retrouver tous les auditeurs. Et puis vous-même, Enercop, etc. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bouge ta planète,